Quel avenir pour le Bitcoin maintenant qu'il a dépassé le seuil des 100 000 $ et même 106 000 il y a quelques jours? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Siam et membre du Cercle des économistes. Il faut dire que la progression du Bitcoin, c'est vrai qu'elle est absolument phénoménale. Quand on regarde sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, c'est vrai que c'est fou, hein. Bah oui, au départ ça valait 1 dollar un Bitcoin. Et donc ça a été multiplié par 100 000 depuis sa création, je crois que c'est 2011. Alors on comprend pourquoi il y a des hausses de prix extrêmement fortes. Le Bitcoin, la philosophie du Bitcoin, ou d'autres crypto-monnaies, mais enfin parlons du Bitcoin, c'est d'échapper à l'arbitraire de la création monétaire par les banques centrales. Donc il y a une création de Bitcoin qui s'appelle le minage, hein, et le nombre de Bitcoin est plafonné à 22 millions, je crois. Et on s'approche vraiment du plafond, surtout compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de bitcoins qui ont été perdus. Il y a des gens qui ont perdu le code d'accès à leur compte. Et donc, on est à 19,5 millions de bitcoins aujourd'hui. Et donc, on doit être extrêmement près du nombre maximum de bitcoins. Et vous avez une demande mondiale qui est de plus en plus forte. En particulier parce que la SEC, hein, le gendarme de la bourse américaine, a autorisé en janvier 2024 la création d'ETF Bitcoin. Donc toutes les grandes gestions ont lancé des ETF Bitcoin. Et n'importe quel épargnant américain et donc, c'est beaucoup plus simple d'acheter un ETF et puis vous avez une valorisation quotidienne. Sans détenir le Bitcoin en direct. Et sans détenir le Bitcoin en direct et vous échappez à vous inscrire sur une plateforme, etc. Ouais. Et donc... voilà. Et donc, donc une offre qui alors, faisons le parallèle, par exemple, avec les actions. Ouais. Si les entreprises voient qu'il y a une énorme demande d'actions par les épargnants, elles vont en profiter pour émettre davantage d'actions. Et donc, on va avoir une hausse parallèle de l'offre et de la demande d'actions, et donc on n'aura pas un effet massif sur le cours boursier. Ouais. Mais sur le Bitcoin, toute l'augmentation de la demande maintenant passe en hausse de prix puisque l'offre est complètement rigide. Et donc, on sait qu'à partir de maintenant, dans le futur, chaque fois qu'il y aura un acheteur de Bitcoin en plus, cet achat supplémentaire se traduira par une hausse des prix. Alors, quelle est la perspective ? Bon, vous avez une capitalisation boursière mondiale qui est de 100 000 milliards de dollars. Donc j'ai fait des calculs. Et la capitalisation boursière du Bitcoin, c'est à peu près 2200 milliards de dollars. Donc si vous pensez que avec l'attrait du Bitcoin, que 5% des détenteurs d'actions vont passer leurs actions en Bitcoin, vous allez faire transiter 5 000 milliards de dollars vers le Bitcoin. Et donc, vous allez aller en gros à 300 000 dollars pour le prix d'un Bitcoin. x3. Presque x3, je crois. Ouais. Le calcul exact, c'est 270 000. Bon, c'est complètement illustratif, hein, 5%. Mais vous voyez, on est... à court terme, la hausse appelant la hausse, il y aura des gens qui vont sortir d'autres actifs financiers et acheter du Bitcoin. Il y a des entreprises qui maintenant mettent toute leur trésorerie en Bitcoin. Hein. Et donc voilà, donc à court terme, il y aura une hausse des cours. Le problème, c'est que l'épargne stockée en Bitcoin est complètement stérile. On va dire pareil de l'or. Oui, l'or, c'est extrêmement différent quand vous achetez des actions, par exemple, parce que vous financez des entreprises, ou quand vous achetez même des obligations des États, parce que vous financez des déficits publics qui financent de la consommation de biens et de services des États. Donc, quand vous achetez du Bitcoin, vous ne faites que monter les prix, quoi. Donc, vous enrichissez les autres détenteurs de Bitcoin, mais ça n'a aucun effet favorable, si ce n'est éventuellement un effet de richesse, mais ça n'a aucun effet de financement de l'économie. Hein. Mais encore une fois, avec l'or, le métal précieux, c'est pareil. Oui, c'est la même chose avec l'or. Mais ça, c'est quand même dommage de stériliser une partie de l'épargne mondiale. Alors, quelle est la perspective ?
J'aime bien j'aime bien regarder ce qui s'est passé sur le marché du bulbe de tulipe. Je crois que c'est en 1636 aux Pays-Bas. Vous savez qu'il y a eu une bulle sur le bulbe de tulipe. Qui était associée aussi à la création d'un marché à terme du bulbe de tulipe. Et un bulbe de tulipe, au pic de sa valeur, ça valait l'équivalent de 10 années de travail d'un artisan hollandais ou de 2 grandes maisons bien situées à Amsterdam. Et puis, il s'est produit qu'un jour, parce qu'il y avait une épidémie de peste, etc., il y a eu des gens qui devraient livrer des bulbes de tulipe au physique et qui n'ont pas livré. Et en quelques heures, le prix d'un bulbe de tulipe est passé de 10 années de salaire d'un artisan hollandais à 0. Et donc, je pense que c'est le sort de toutes les bulles. Quand vous avez un actif qui n'a pas de valeur intrinsèque, qui a simplement une valeur spéculative, une valeur intrinsèque, c'est une action. Une action, vous financez une entreprise, donc vous avez droit à une partie des profits de l'entreprise. Ouais. Donc là, il n'y a aucun revenu. Donc, la valeur fondamentale du Bitcoin, c'est 0. Donc c'est tout le cours, c'est une bulle. Donc c'est l'attrait de la hausse des cours qui fait acheter plus et qui fait continuer à monter les cours. Donc c'est exactement la définition d'une bulle. Mais quand vous avez un actif dont le prix n'est qu'une bulle, eh bien, vous savez qu'il y aura un jour un accident, il y aura des vents de panique, il y aura un accident qui fera baisser le cours du Bitcoin, et puis... à chaque fois que ça a baissé, c'est toujours remonté. Oui, mais parce que à nouveau, on n'a pas saturé la demande. Alors, il faut voir aussi que le Bitcoin... le prix du Bitcoin est associé donc à cette mesure d'autorisation des ETF sur le Bitcoin, aussi aux crises financières. Par exemple, on sait que, par exemple, quand il y a eu la grande crise financière au Liban, beaucoup de Libanais ont passé leur argent en Bitcoin, etc. Donc c'est une valeur refuge aussi pour les pays, soit où il y a un contrôle d'échange extrêmement strict, alors on sait qu'en Chine par exemple, soit où la monnaie ne vaut plus rien, je dirais. Donc, c'est une valeur refuge. Et donc, Trump nous parle de réserves stratégiques en Bitcoin pour les États-Unis. Oui, mais c'est absolument délirant, parce qu'à nouveau, c'est stocker de l'épargne. Comme pour le pétrole, comme il existe des réserves stratégiques de pétrole. Ah oui, mais enfin, le stockage de pétrole, ça permet de faire tourner l'économie. La réserve stratégique de Bitcoin, ça permet de faire rien. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'est pas du tout au bout de la hausse. Mais que ça finira par un effondrement. Mais que ça finira, alors peut-être pas par tomber à 0, mais que ça finira par un accident de marché qui fera chuter considérablement. Provoqué par, à nouveau, c'est des paniques de marché. Si vous avez un incident, par exemple une grande banque centrale qui interdit le Bitcoin, ça peut arriver. Et donc les gens s'inquiètent et réalisent leur enrichissement, et puis ça fait boule de neige et vous avez beaucoup de gens qui vendent. Donc ça s'est déjà produit. Le Bitcoin était monté à 60 000 et puis il était tombé en dessous de 20 000. Donc il y a déjà des cracks extraordinairement violents. Mais la SEC... en début 2024, a donné une seconde vie au Bitcoin en autorisant les ETF. Donc ça reste un investissement très... Oui, alors moi j'ai fait l'expérience de regarder quelle est la part optimale du Bitcoin dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations. Le problème, c'est qu'il y a un rendement très élevé, mais vous avez une volatilité monstrueuse. Et donc la part est toute petite. En réalité, on est déjà au-dessus de la part optimale. Ça correspond à un cours du Bitcoin d'à peu près 60 000, la part du Bitcoin optimal. Parce qu'en réalité, alors la difficulté, c'est de calculer la volatilité, parce que vous avez des grandes vagues sur le prix du Bitcoin. Mais si vous calculez empiriquement la volatilité du prix du Bitcoin, elle est monstrueuse. Mais quelle part dans un portefeuille en termes de pondération Bitcoin c'est quoi, c'est 5% d'un portefeuille global? C'est beaucoup moins. Non, c'est de l'ordre de 1%. C'est extrêmement faible, la part optimale. Parce qu'à nouveau, vous avez une volatilité énorme. Pas beaucoup de gens. Alors, le problème, c'est que ça ne représente pas le comportement des détenteurs de Bitcoin. Les détenteurs de Bitcoin, même quand il y a des chutes des cours, ne vendent pas, beaucoup de détenteurs. Je crois que c'est 20% des Américains qui détiennent du Bitcoin. Oui. Mais à nouveau, c'est
c'est extrêmement inefficace quoi, pour l'économie. Et puis il y a ce biais effectivement d'avoir une offre qui est rigide et qui ne bouge pas, qu'une demande qui augmente. Et on apprend ça à l'école, ça fait monter le prix. Hein. Et puis, même j'ai pris l'exemple des actions, mais la monnaie, si vous avez une très forte hausse de la demande de monnaie, de dollars ou d'euros, etc., bah, les banques centrales vont augmenter leur offre de monnaie. Sinon, pour éviter l'effondrement des taux d'intérêt. Donc, vous n'avez aucune banque centrale sur le Bitcoin. Donc, il n'y a pas de mécanisme stabilisateur qui stabilise les chocs de demande. Hein. Il n'y a pas de mouvement de l'offre et de la demande parallèle. Et donc, vous avez une volatilité des prix qui est extraordinairement élevée. Ouais. Donc, normalement, c'est un actif qui ne devrait pas avoir beaucoup de succès parce que ses prix sont trop volatiles. Ouais, le résultat, c'est que le cours a été multiplié par 165 en 8 ans. Oui. Oui, mais à nouveau, oui, mais bon, c'est valeur refuge pour les pays qui ont des difficultés économiques, politiques, valeur refuge pour l'argent de la mafia, de la drogue, etc. Et puis évidemment, à la bulle, quoi. Je veux dire, attrait de la performance extraordinaire. Il ne faut pas être le dernier à monter dans le train. Oui, mais il ne faudra pas être le dernier à sortir du train non plus, quoi. Ouais. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam et membre du Cercle des économistes. Merci Patrick. Merci David.